Bienvenue à cette 10e réunion Athéna, et c'est une grande première puisque c'est la première fois qu'une conférence Athéna a lieu sur deux fuseaux horaires, et vous en avez d'ailleurs subi les petites conséquences puisqu'on a quelques minutes de retard, mais ça y est, tout est réglé. Donc la conférence de ce jour est organisée côté Hexagone par la 3AED, IHEDN, l'AAT et la société Alcimed, et du côté de la Guyane par l'association IHEDN locale. Nous aurons un conférencier dans l'Hexagone et un conférencier en Guyane. C'est pourquoi je vais laisser la parole dans quelques instants à Christian Mouton, qui est le président de l'association régionale. Il introduira plus en détail la conférence, puisque le thème majeur se passe en Guyane, et il présentera également les deux intervenants. Aujourd'hui, nous avons environ 110 inscrits. Je crois que tout le monde n'est pas encore connecté, mais il y a certainement des retardataires qui vont se joindre. Je vous rappelle que pour les questions, les personnes qui sont en distanciel, vous poserez vos questions dans le chat et on lira les questions à l'issue de la conférence. Par contre, les personnes en Guyane qui sont dans la salle pourront poser leurs questions en direct avec le micro à l'issue de la conférence. Donc, Christian, je te cède la parole. Jean-Claude, bonsoir à toutes et à tous, aussi bien en visioconférence qu'en physique, hein, où nous avons une trentaine d'inscrits localement. Euh, un mot bref avant de présenter ce soir, ce que je voulais vous partager, notamment avec tous ces chers collègues de l'Hexagone et de toutes ces régions, c'est que la Guyane est une terre d'excellence et elle est singulière. Alors, ça peut paraître présomptueux de dire une terre d'excellence, mais je voulais juste citer, elle se singularise par notamment le spatial français et européen, dont c'est l'objet ce soir. Mais aussi, la Guyane est une terre d'Amazonie riche, riche de ses habitants, de ses peuples autochtones qui étaient là bien avant nous tous, mais aussi de sa biodiversité, de ses ressources naturelles et évidemment de sa jeunesse. C'est un territoire où l'innovation s'exprime au travers du monde économique, du monde scientifique. Ici, nous avons le CNRS, nous avons le CIRAD, nous avons bien d'autres centres de recherche. Donc, le monde également social, environnemental. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que l'association régionale des auditeurs de l'IHEDN, que j'ai la joie et le plaisir et l'autre de présider depuis 3 ans, elle a 28 ans. Elle a 28 ans, nous sommes à 2 ans de son trentenaire, et elle contribue à la diffusion de l'esprit de défense sur ce territoire sud-américain, frontalier du Brésil et du Suriname, et nous ne sommes pas étrangers à ce qui peut se passer au plan géostratégique, notamment avec le Guyana, avec le Brésil et les pays de la Caraïbe. Donc, je souhaitais vous présenter le général de division aérienne Marc Le Bouilh, qui est le commandant supérieur des forces armées de Guyane et par ailleurs membre d'honneur de notre association régionale des auditeurs. Breveté pilote de chasse en janvier 1993, il a 3000 heures de vol à son actif, dont 230 en 107 missions de guerre. Le général Marc Le Bouilh a été pilote de chasse sur les bases aériennes 112, mais également 188, 132. Il a commandé l'escadrille de l'escadron de chasse en Alsace, et il a également été le commandant de l'escadron de transition opérationnelle à Saint-Onge, la base aérienne 120, puis commandant en second de l'escadron de chasse Dauphiné des forces aériennes stratégiques. Ensuite, il fut chef de la section planification de la division forces nucléaires de l'état-major des armées à Paris, à l'EMA, puis chef d'état-major interarmée des forces armées de Nouvelle-Calédonie, officier référent d'armée à l'école militaire à Paris, commandant de la base aérienne de Solanzara, chef du bureau de maîtrise des risques de l'état-major de l'armée de l'air à Paris, à l'état-major des armées, et avant de prendre ses fonctions en Guyane, général commandant en second des forces aériennes stratégiques.
Le général Marc Le Gouil a été en détachement au Qatar, à Tampa, au Tchad, au Centrafrique. Et il a différentes décorations. En général, si vous me le permettrez, je ne les citerai pas, mais elles vous honorent. Je présente également Monsieur Jérôme Villa, notre deuxième conférencier, qui certes n'est pas en Guyane aujourd'hui, mais est un familier de la Guyane. Donc Monsieur Villa est en distanciel. Et je remercie nos deux conférenciers de ce soir, le général Marc Le Gouil et le député CEO de Maya Space, Jérôme Villa, de bien avoir voulu accepter cette conférence, de donner cette conférence, de la prononcer avec la coordination de Jean-Claude Bertrand, que je remercie également chaleureusement pour cette initiative et nous avoir sollicité l'Association régionale de Guyane pour organiser cette conférence qui permet en fait également de démontrer comment l'IHEDN et les associations dans leur ensemble œuvrent pour le rayonnement de cet esprit de défense. Donc Jérôme Villa, son expérience donc il est le deputy CEO de Maya Space, il nous en parlera de cette start-up, je ne dévoilerai rien. Il a également été fondateur et leader de ArianeWorks, qui est en fait qui était une plateforme d'innovation initiée par le CNES et Ariane Group. Il fut au CNES directeur assistant de recherche et des programmes futurs concernant les lanceurs dans l'espace. Également directeur de la prospective, de l'innovation et des projets du futur, toujours au CNES. Au CNES également, directeur de projet sur Ariane 5. Et donc, voilà. Donc, nous avons véritablement aujourd'hui deux experts et sur cette conférence de ce jour. Surtout, alors, nous ne sommes pas forcément habitués, c'est la véritable première que nous faisons en visio avec autant de participants. Donc, Jean-Claude connaît mieux le fonctionnement. N'hésitez pas à vous signaler, à lever la main électroniquement. Voilà, ce que je propose, c'est que les conférenciers s'expriment et puis ensuite nous prendrons une séance de questions-réponses. Donc Jérôme Villa s'entretiendra sur la genèse du projet, la création de la société, l'avancement du programme, les autres sociétés françaises impliquées dans le programme, la concurrence française, européenne et américaine, et les installations existantes ou à créer. Et le général Marc Le Gouil sur la sécurité du site, l'historique, pourquoi Kourou, pourquoi la France, pourquoi les armées françaises, la place dans le dispositif général guyanais et ses trois composantes, l'évolution à court et moyen terme, et enfin, les nouveaux challenges et menaces. Et nous conclurons donc cet après-midi pour nous par un cocktail pour ceux qui sont en physique. Voilà, donc je passe la parole à Monsieur Jérôme Villa. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Je veux être sûr que ça fonctionne avant que je commence à parler. Oui, c'est bon? Oui, oui, on entend bien. Et est-ce que vous avez le retour écran également en Guyane avec, la planche de titre? Oui. Ouais, c'est bon? Bon, bah, allons-y. Alors, c'est merci beaucoup pour, m'avoir invité à m'exprimer dans votre événement. Donc je vais vous parler, des perspectives sur les activités spatiales et le faire en parlant d'abord de ma société, ma jeune société. Et donc ça va être un peu le fil rouge. Je vais vous parler de Maya Space, qui est une société que vous ne connaissez pas très probablement, et puis petit à petit tirer le fil pour à travers de cet exemple-là, pour, vous expliquer un petit peu comment les activités spatiales sont en train de se transformer, quelles évolutions elles prennent et comment ça se, traduit en évolution aussi sur la relation avec la Guyane et puis sur les perspectives que ça offre en Guyane. Alors j'ai choisi cette 1re photo pour vous parler de MySpace, qui date de il y a quelques jours en fait, et puis ça va me permettre d'introduire la société. Donc vous voyez, alors malheureusement, c'est pas une photo, qui montre une diversité extraordinaire. Je suis désolé, c'était mes mes équipes d'ingénieurs, qui ont fait une visite technique la semaine dernière, sur le site de lancement, des fusées Soyouz, au CSG.
dont vous savez sans doute qu'il a été, stoppé suite à enfin les opérations ont été stoppées suite à la situation entre l'Ukraine et la Russie. Le partenariat entre la Russie et l'Europe et la France a été, aussi, arrêté et la France et enfin l'Europe, la France puis le CNES ont décidé de réattribuer les installations à des opérateurs de lancement, privés. Et donc il y a eu un appel à projets et qui s'est déroulé tout au long de l'année 2024 avec une quinzaine de candidats, pour ce que j'en sais, puisque je suis pas dans les je n'ai pas le détail, évidemment de l'appel d'offres, qui est un appel d'offres public et ma société MaiaSpace a eu le bonheur d'être sélectionnée au terme de cet appel d'offres. Donc c'est à travers ce prisme-là que je vais vous raconter un peu le renouveau du spatial et notre relation avec la Guyane et donc là, vous voyez, une équipe d'ingénieurs qui vient commencer à prendre ses repères et à voir un petit peu comment on va transformer ce site qui a été ouvert en 2012, pour en faire un site de lancement enfin un pas de lancement, pour MaiaSpace. Donc je commence par présenter ma société, puis je vais, aller vers un peu une lecture un peu plus large de la situation pour vous permettre d'apprécier ce qui se passe et c'est sans doute ce qui suscitera le plus de questions. Donc MaiaSpace, d'abord qu'est-ce qu'on fait? Comme, pas mal des acteurs du spatial en Guyane, on fait des fusées. Et on a un périmètre qui, embrasse la fabrication, la commercialisation, les opérations, d'un lanceur spatial qu'on appelle un mini lanceur. Alors mini, ça veut dire que la taille des objets qu'on va lancer, les satellites qu'on va lancer sur cette fusée sont plus petits que ceux qu'on lance habituellement sur Ariane et même un petit peu sur Vega. C'est archi plein, hein. Je sais pas si tu as trouvé de la place. Bon, j'espère que les gens vont trouver de la place pour pouvoir, écouter. Et donc, typiquement, les satellites qu'on va lancer avec les fusées que tu es en train de développer Maya, vont entre 500 et alors 4 tonnes, c'est un grand maximum, c'est plutôt 500-1 500 kilogrammes. C'est la taille d'une voiture, si vous voulez, à la fois en masse et en volume. C'est en ça qu'on définit un mini lanceur par comparaison ou par opposition avec Ariane, alors sur laquelle, j'ai beaucoup travaillé, dans ma carrière, qui est un gros lanceur qui va lancer des charges utiles jusqu'à 20 tonnes. Et donc, ce que vous voyez, l'autre particularité de cette fusée, c'est que, c'est la 1re qui va tenter d'introduire en Europe la réutilisation des étages fusées. C'est-à-dire qu'une partie de la fusée va revenir après sa mission, vous allez voir, hein, enfin, vous le voyez en photo d'ailleurs, sur une barge et on va la ramener pour, la remettre en état et la relancer. Donc c'est une nouveauté qui est bien popularisée par ce qui se passe aux États-Unis et qu'on essaye d'introduire en Europe avec ce modèle-là. Alors, il y a 3 particularités que je vais essayer d'illustrer sur cette planche, pour que vous compreniez bien. D'abord, c'est un produit qui est développé, exclusivement sur fonds privés. Alors même si on bénéficie de contrats de lancement, mais c'est très différent d'avoir des contrats de lancement que d'être sur un développement public. C'est un projet qui est financé, vous verrez tout à l'heure, par Airbus et Safran, qui sont, les actionnaires de notre actionnaire et qui mettent plusieurs centaines de millions d'euros, sur la table pour que ce projet aille au bout. Donc on est dans une dynamique assez différente de ce que vous avez, connu comme acteurs du spatial en Guyane, qui sont surtout des outils de souveraineté, développés par la puissance publique et j'en parle d'autant mieux que pendant 25 ans, c'est ce que j'ai fait. Là, c'est un petit peu différent et ça va amener, comment dire? Quelques particularités dans la façon dont on approche le métier, dans aussi l'importance de la vitesse et la manière aussi dont on va rechercher localement, des relais pour, réaliser ce qu'on doit faire. Deuxième particularité, le produit qu'on développe, il préfigure des technologies alors qui s'incarnent dans l'échelle mini lanceur, donc cette fameuse échelle où on va lancer en gros des choses de la taille d'une voiture. Mais toutes les technologies qu'on développe sont, pertinentes pour aller sur des futurs gros lanceurs qui, sont des cibles pour l'après Ariane 6 ou l'après Vega et c'est pour cette raison, que, Ariane Group, Safran et Airbus, donc qui sont nos actionnaires, investissent dans la société. Donc on est sur un chemin, où on a notre incarnation sur une petite fusée, mais cette incarnation, elle permet de rôder, de tester et puis de préfigurer ce que pourraient être les prochaines générations d'Ariane et c'est pour ça qu'il y a un goût et puis une décision qui a été prise d'investir dans la société
pour nos maisons mères. La troisième particularité que je voulais illustrer là, et c'est vraiment la seule planche où je parle du produit, hein, ensuite on va prendre un peu de recul, c'est qu'on développe des solutions à petite échelle, pragmatiques, parce qu'on est une société privée aussi, et éco-responsable. Alors ce dernier mot, il arrive en dernier, c'est malheureux, c'est tout sauf anecdotique. Là, je vous ai mis en illustration sur la droite des livres, des publications qui sont des publications de nos salariés. Donc c'est pas quelque chose qui est secondaire dans la démarche qu'on entreprend. C'est quelque chose. On est sur des projets qui sont sur des cycles très longs. Donc les enjeux de ressources, les enjeux climatiques, les enjeux locaux, et je vais y venir tout à l'heure, sont hyper importants pour nous parce que c'est des enjeux avec lesquels on construit notre avenir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans notre démarche, dans ce qu'on va proposer, et vous allez voir dans des choses aussi qui touchent directement la Guyane. Donc voilà, notre métier, c'est de développer, d'opérer, de commercialiser une fusée. Bon, ça, vous connaissez un petit peu, on est un nouvel acteur. Une carte d'identité pour que vous nous situiez, on est en gros une PME avec un peu moins de 250 salariés aujourd'hui, avec d'origines diversifiées, à la fois en géographique et puis en origine comment dire, de leur carrière. On n'est pas, alors vous le devinez à mon visage, hein, on n'est pas que des débutants. Donc il y a un savant mix entre des gens qui ont déjà développé des produits spatiaux et qui sont déjà un peu des vétérans du métier, et des gens qui arrivent soit de secteurs différents, particulièrement de l'automobile par exemple, soit qui viennent d'aventures spatiales qui ne sont pas européennes, ou soit des débutants. Et c'est ce mix-là qui fait qu'on amène quelque chose de différent et qu'on amène une nouveauté et une valeur particulière dans le secteur à un moment où il doit un peu se secouer et se réinventer. J'y viendrai tout à l'heure. Donc je l'ai dit, notre actionnaire, c'est ArianeGroup, mais en réalité, les décisions financières sont prises par Airbus et Safran, qui sont derrière le financement aujourd'hui de Maya Space. Et on a 3 implantations géographiques. La première, autour de Paris, on a un bureau d'études dans le quartier de la Défense, où il y a le gros des ingénieurs, si vous voulez. Notre site industriel, que vous allez voir en photo tout à l'heure, est en Normandie, à Vernon. Et notre site de lancement, et donc depuis septembre, depuis qu'on a gagné l'appel d'offres émis par le CNES pour la reprise du pas de tir de Soyouz, eh bien, notre troisième site de lancement est à Kourou. Aujourd'hui, on n'a pas de salariés fixes sur place. Les premières embauches doivent avoir lieu au premier trimestre de l'année qui vient. Donc, on va avoir 1 ou 2 personnes en permanence et des rotations. Et petit à petit, au cours de l'année 2025, on va faire grossir cet effectif. Alors, quelques photos pour vous montrer qu'est-ce qui se passe dans cette société. Aujourd'hui, on est à 2 ans du basculement de nos opérations vers la Guyane et des premières tentatives de lancement qui seront précédées de campagnes d'essais combinés, de choses qu'on connaît bien sur les différentes générations de fusées qui se sont présentées en Guyane. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on prototype tout ça. Et donc on prototype en construisant de l'ingénierie, en construisant du matériel et en répétant les opérations qui seront faites dans 2 ans en Guyane, en Normandie, dans nos installations, dont vous voyez un peu quelques images. À la fois, aujourd'hui, on a un hangar dans lequel on fait l'assemblage et les activités industrielles de nos prototypes. On est sur le point de décider de construire une usine à proximité. Et puis, on fait beaucoup d'essais, des essais moteurs, des essais étages, où on va alterner les remplissages, les vidanges, pour maîtriser un peu les opérations, les conditions thermodynamiques, et être le plus possible dans la maîtrise au moment où on va reproduire ces mêmes opérations, pour ceux qui sont en Guyane, à votre proximité, sur le pas de tir Soyouz. Donc on cherche vraiment à répéter tout ça au plus près. Peut-être la meilleure manière de vous le décrire avec cette planche que je viens de mettre, c'est un plan large un peu de la zone d'essai qu'on utilise à Vernon, qui est une zone d'essai ArianeGroup. C'est une zone Céveso qui traite de l'hydrogène, de l'oxygène liquide, donc qui a les mêmes types j'allais dire de contraintes, mais enfin de complexité à gérer que le centre spatial guyanais. Et donc on a les mêmes réflexes et les mêmes procédures à dérouler pour faire nos essais de prototypage dans des conditions très proches de ce que ce sera en Guyane. Donc en Normandie, c'est l'Adréal, en Guyane, ce sera un petit peu différent, et avec le CNES qui intervient, mais on retrouve des réglementations,
des séquences de sécurité. Et c'est ça qui nous intéresse de répéter le plus possible, encore une fois, avant que nos prototypes soient prêts à effectuer des lancements. Dernière image avant que je fasse un dézoom un petit peu. Je pense que c'était intéressant de vous parler aussi de choses nouvelles. Au-delà, la société, elle est nouvelle et puis on va voir pourquoi. Pourquoi il y a des nouvelles sociétés qui se présentent, pas seulement MySpace. Mais avec ces sociétés nouvelles arrivent aussi des nouveaux métiers ou des nouveaux besoins ou des nouvelles activités localement en Guyane. Alors, il y en a une très simple, je vous l'ai mise à droite. Nous travaillons sur une fusée avec étage réutilisable qui va aller se poser sur un objet marin, une barge ou un navire, enfin peu importe comment on l'appelle, qui va ensuite revenir à Paris-Acabo pour être déchargé, qui va ensuite devoir être contrôlé, remis en état avant de revoler. Tout ça, c'est des métiers un petit peu nouveaux dans votre périmètre, dans l'écosystème autour de Kourou. Et c'est quelque chose que je pensais intéressant de mettre en avant. Et, pour dire des choses un petit peu triviales, on a un peu de mal à trouver des marins qualifiés autour de Kourou. Et bon, voilà le genre de petits sujets sur lesquels on est. Le deuxième sujet à gauche, dans notre démarche environnementale dont j'ai un petit peu parlé en introduction, il y a un point central, c'est la capacité, parce que quand vous faites le mapping de l'impact environnemental de notre activité, la production et puis le lancement de fusées, vous vous rendez compte qu'au milieu, la production du carburant, des propergols, comme on dit dans le langage métier, c'est hyper important, c'est central. Et donc la manière dont on va produire notre carburant, en l'occurrence notre fusée elle fonctionne à l'oxygène et au méthane. L'oxygène, il n'y a pas de problème, ça se produit de manière très propre. Le méthane, si vous prenez du méthane fossile comme le fait SpaceX, c'est pas du tout le même impact sur l'environnement que si vous essayez de prendre, et c'est ce que j'ai mis en exemple, du biométhane, c'est-à-dire du méthane qui va venir valoriser soit des déchets végétaux, soit des déchets ménagers. Et donc là, on est accolé à une initiative du CNES qui cherche à monter une filière locale avec le spatial et donc MySpace comme premier client, mais très certainement d'autres clients dans l'économie locale guyanaise pour pouvoir alimenter le carburant de nos fusées. Et cette manière de faire est beaucoup plus vertueuse, par exemple, que l'hydrogène, qui est pourtant une belle molécule, une molécule très pure, mais la manière dont elle a produit aujourd'hui sur le site d'Air Liquide dans la zone industrielle de Kourou, c'est un process qui est très impactant sur l'environnement. Alors, vous pouvez vous demander maintenant pourquoi je vous parle avec le nom d'une société que vous ne connaissiez pas probablement avant le début de la conférence. Pourquoi je ne vous parle pas depuis le CNES ou depuis Ariane Group, qui sont des sociétés pour lesquelles j'ai travaillé. C'est parce que le spatial traverse une période de profonde transformation. Vous avez certainement pas manqué de le voir dans les actualités. Alors, on va beaucoup parler de SpaceX, mais là, du coup, j'ai choisi de décentrer pour vous parler des autres. Le fait que des entrepreneurs, avec leur fortune personnelle, arrivent dans le secteur et avec des ambitions qui ne sont pas forcément alignées avec des objectifs stratégiques gouvernementaux, c'est quelque chose qui a beaucoup changé le secteur. De la même manière que vous, et là c'est sur la gauche, Jeff Bezos, Elon Musk bien sûr, mais sur la droite, vous voyez aussi que cette transformation a généré toute une floraison de nouveaux projets, de nouveaux acteurs, de nouvelles pratiques. On est dans un cas typique de vague d'innovation qui traverse un secteur industriel, comme ça arrive dans l'automobile, dans l'énergie. Là, ça arrive dans le spatial, ça arrive dans le secteur dont je suis acteur. Donc, quand on le vit de l'intérieur, ça remue, hein, je dois vous dire, ça chahute. Et c'est pour ça que vous allez voir comment l'Europe essaye de se reconfigurer. Alors, je voulais insister sur le fait que ça ne chahute pas qu'aux États-Unis. Hein, on voit Musk, Bezos, on voit les acteurs américains parce qu'on a l'habitude de les regarder. On a moins l'habitude de regarder du côté de l'Est, vers la Chine. Donc, j'ai choisi des photos d'acteurs chinois. Il se passe des choses aussi en Chine très dynamiques. Donc, on est dans quelque chose qui est vraiment une logique de bloc, de confrontation technologique comme on l'a un peu connu dans les années 60, mais qui se renouvelle d'une autre manière. Et en bas à droite, le petit acteur de la Nouvelle-Zélande, Rocket Lab. Je pense que la Nouvelle-Zélande, comme État, a été le gouvernement, enfin, je peux le dire parce qu'on en a discuté avec eux. Le gouvernement néo-zélandais s'est réveillé un matin en découvrant qu'il était une puissance spatiale et qu'il y avait un certain nombre d'obligations qui étaient associées. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'une société locale fasse des fusées. C'était un peu une surprise dont ils se sont bien relevés depuis. Alors, face à ce mouvement de tourmente, enfin de
de vague d'innovation, comme je dis, qu'est-ce qui se passe en Europe? Comment l'Europe doit réagir? Alors d'abord, vous voyez que, au travers des images que je mets à l'écran, d'abord, c'est la panique. Alors il y en a certaines que j'avais déjà, c'est une planche que j'utilise, régulièrement, c'était des vieilles coupures de presse. Alors je me suis fait le petit plaisir d'aller en prendre une coupure de presse de ce matin, dans le journal Le Monde, donc face à Elon Musk, l'Europe spatiale enquête un nouveau modèle. Voilà le questionnement qui traverse l'Europe au moment où le secteur, se transforme et où nous, comme acteurs, qui étions dominants dans les années 90, on se trouve détrônés, on se trouve questionnés et ça, c'est un grand classique aussi des vagues d'innovation. On n'est pas forcément très habile à se remettre en question et à reposer, à revenir sur des fondamentaux pour rebondir et pour surfer sur cette vague. Face à cette situation, et c'est l'histoire de MySpace aussi, vous avez un nombre d'initiatives importants qui se prennent pour essayer aussi de, multiplier, les opportunités, de changer la donne et de faire différemment. Et donc ce que vous voyez là, je pense que cette planche que je suis allé choper chez un journaliste observateur du secteur, elle dit tout. D'abord, elle dit qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y en a beaucoup trop et donc il va y avoir un écrémage à un moment donné parce que l'Europe ne peut pas se permettre d'avoir autant, d'acteurs dans le spatial. Il y a pas le volume d'activité qui permet de nourrir tout le monde. Ensuite, elles sont classées par nation et ça c'est un vrai tournant, qui est pas très heureux, sur mon analyse personnelle, je peux dire. Le centre spatial guyanais, Ariane, ont été, je vais mettre tout le texte, comme ça vous pouvez aussi vous raccrocher à ça. Le centre spatial guyanais, c'était le port spatial de l'Europe. Ariane, et Vega, c'était l'emblème de ce que l'Europe fait de mieux en termes de projets technologiques coopératifs. Là, on n'est pas là-dedans, malheureusement. Dans l'émergence et puis la multiplication des projets, vous voyez, chacun y va de son petit drapeau national et malheureusement, MySpace n'échappe pas à cette classification. On est dans une logique qui est moins coopérative et qui est plus de la confrontation entre Européens, alors que le vrai débat, le vrai enjeu stratégique, puisque pour vous parler un peu avec un vocabulaire que vous comprendrez à l'IHEDN, c'est une logique de bloc, Amérique, Chine, Europe. Donc on se disperse, et je pense que c'est un petit peu malheureux. J'espère qu'on va se retrouver à un moment donné, qu'il faut cette phase de floraison pour, rebondir et que, une fois que la floraison est là, ben, on coupe, les mauvaises, tiges, on garde les meilleures fleurs et ensuite on se retrouve sur quelque chose d'essentiel. Donc c'est ce qui risque de se passer en 2025. Il y a plusieurs événements qui devraient écrémer un petit peu toute cette multitude de projets et puis il devrait n'en rester que 2, 3, et puis ensuite au bout de quelques années, peut-être que, 1 ou 2, et c'est là qu'on verra, la capacité de l'Europe à avoir, géré ce virage, stratégique. Donc parmi ces projets, il y a 4 pardon, sociétés, françaises. J'ai mis que 3 sur la planche, mais il y a MySpace, je vous l'ai présenté. Hyperspace, une société bordelaise qui travaille sur des petits objets, qui travaille beaucoup avec la DGA sur la manière de transformer sa fusée plutôt en cible hypersonique, des choses comme ça. Latitude, qui est une société du côté de Reims, qui fait une fusée dans la gamme micro, donc beaucoup plus petite que Maya, puis chacun a son histoire, sa particularité et son modèle économique. Sirius, qui est aussi en région parisienne, qu'on connaît bien, elle a une fusée modulaire avec plusieurs, qui vise à grossir en multipliant les modules. Donc vous voyez qu'on a, pour la France aussi, cette capacité à réinventer des projets. La particularité de MySpace, vous l'avez peut-être capté au début, c'est qu'on est accolé à un grand groupe. Donc on n'est pas des adeptes de la table rase et voilà, j'arrive et je fais, je nie un petit peu l'historique et je pense que je vais faire mieux que 4 décennies, de cumulées ou d'ingénierie et de savoir. Nous, on cherche à ménager, à jouer à être bien sur nos 2 jambes. Une jambe avec des racines profondes qui sont les racines d'Ariane. C'est mon cas, c'est le cas de beaucoup de salariés chez nous et puis notre proximité avec Ariane Group, qui est notre actionnaire, le permet. Et l'autre jambe, on est une PME. Donc on a la dynamique d'une PME. On est une PME en plus, financée par un acteur privé. Donc on est dans une dynamique très différente d'Ariane Group, qui a d'autres objectifs stratégiques pour les lanceurs civils avec l'accès à l'espace, pour l'Europe au travers d'Ariane 6.
Et puis, en plus, la force de frappe stratégique aussi des missiles balistiques nucléaires. Donc, on joue de cette double identité, de cette identité hybride pour essayer de tirer notre histoire sans comment dire, en étant quand même très à la fois respectueux et très reconnaissant de pouvoir rebondir sur ce qu'ont pu faire nos aînés dans le secteur. Voilà, j'en ai fini pour nous présenter. J'ai tenu à peu près mes 20 minutes. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est une image de synthèse évidemment d'une fusée Maya le jour où elle sera sur le pas de tir, l'ex-pas de tir Soyouz. Je ne sais pas s'il sera renommé d'ailleurs, il faut qu'on en parle avec le CNES. Il s'appelle encore ELS, Ensemble de lancement Soyouz. Alors, on m'a demandé un peu d'expliquer quels sont les éléments nouveaux qu'on va construire. Bon, vous avez vu, il y aura des bateaux, des navires qui devraient circuler et puis être parqués sur le fleuve et ensuite être utilisés depuis Parakabo. On va réutiliser entièrement le bâtiment de l'ensemble de lancement Soyouz qui est parfaitement taillé pour notre fusée. On va en faire quelques extensions. Tout ne sera pas réutilisé sur ce site qui est un site qui est très riche en bâtiments. Donc il y a certains éléments, le portique par exemple, qu'on va neutraliser, qu'on va cocooner. Et évidemment, il y aura un petit peu de construction autour du pas de tir pour la table de lancement, le mât érecteur, qui sont des éléments qui sont propres à notre fusée. Voilà un petit peu sur la manière dont je pouvais vous introduire MySpace et au travers de notre exemple, le renouveau de ce qui peut arriver en Guyane, à côté ou en plus ou en complément d'Ariane et Vega qui sont déjà là et que vous connaissez parfaitement. Très bien, écoute, merci Jérôme. Effectivement, tu as respecté parfaitement le timing. Je passe la parole au général Lebouy qui va nous parler donc du dispositif guyanais, de ses différentes composantes. Oui, bonjour à tous et à toutes. Est-ce qu'on m'entend bien de l'autre côté de la caméra? Parfait. Oui, oui, oui. Très bien. Donc, il m'a été demandé d'intervenir effectivement après sur cette conférence donnée par Monsieur Villa concernant MayaSpace. MayaSpace, vous l'avez dit, il y a des racines publiques, mais il y a aussi finalement le fait que c'est une société privée. Et donc, c'est intéressant de s'interroger sur ce qui fait que naturellement, on associe les forces armées à une activité de cette nature. Moi, je pense qu'on associe les forces armées à une activité de cette nature, et M. Villa a très bien dit, parce que cette activité dans le domaine spatial, elle est stratégique. Et à l'IHEDN, évidemment, ça a été dit également, on est au cœur de ces questions de défense et de souveraineté, d'accès à l'espace, et de savoir qui finalement imposera ou pas sa norme, ou en tout cas la préservera. Et donc, on a bien à regarder pourquoi les forces armées ont et auront des responsabilités particulières avec ces mini-lanceurs. Alors, tout d'abord, il me revient de parler des forces armées en Guyane pour, en quelques mots, rappeler qu'elles sont constituées de 2350 militaires, 200 personnels civils. Donc, 2500 militaires en Guyane, c'est le déploiement le plus important aujourd'hui de forces militaires outre-mer, hors crise, comme on peut en avoir malheureusement à Mayotte aujourd'hui. Donc 2500 militaires. L'histoire des forces armées en Guyane, elle a plus de 400 ans. On peut remonter à la France équinoxiale de 1604 ou à Louis XIII qui demande à installer les premiers colons en 1624. Donc on est bien sur 400 ans d'histoire de la Guyane associée à l'histoire militaire. Et pour autant, aujourd'hui, ce qui structure mes forces armées, mes 2500 militaires, c'est essentiellement cette mission de protection du centre spatial guyanais, à travers finalement, dès 1973, l'arrivée du 3e régiment étranger d'infanterie qui repartait de Madagascar et qui est arrivé ici avec la mission première d'aider à installer le centre spatial guyanais, donc à prendre, à dominer la nature sur ces 750 km², et puis à le protéger. Et dans le même temps, nous avons également eu une bascule de centre de gravité et d'effort pour les moyens aériens militaires qui jusque-là étaient stationnés aux Antilles, essentiellement en Guadeloupe et en Martinique. Et à partir de ces années 75, on a une base aérienne qui sort de terre. Ça fait 50 ans qu'on a une base aérienne aujourd'hui en Guyane. Et les moyens aériens aujourd'hui sur les deux commandements qui sont les forces armées aux Antilles et les forces armées en Guyane, ils sont de façon permanente stationnés en Guyane. Et en cas de besoin, nous travaillons ensemble. Je prête mes avions et mes hélicoptères au commandement des forces armées
aux Antilles. On a donc bien une bascule particulière, cette structure, près de 800 militaires de l'armée de terre, une base aérienne de 100 personnes, plus la structure aussi, j'en reviendrai, des forces maritimes, est bien faite autour de cette protection du centre spatial. Alors, ce centre spatial, quand on en parle, alors, vous le connaissez bien parce que vous y avez travaillé, mais c'est d'abord une façade maritime de près de 150 km de long au total. C'est 360 degrés d'espace aérien autour naturellement. Et c'est des accès terrestres avec 80% de forêt équatoriale amazonienne sur le site et de la mangrove, et donc des accès difficiles sur 750 km², donc 2 tiers de la Martinique. Et quand je regarde, moi, les espaces qui me sont confiés en termes de protection, on dépasse largement la surface de la Martinique. Alors, pourquoi Kourou a été choisi en termes de site de lancement? J'y reviens tout de même. C'est d'abord pour sa stabilité climatique et sa stabilité géologique, puisqu'ici, on a assez peu de tremblements de terre, en tout cas pas de nature à faire bouger les fusées qui sont sur leur pas de tir. Et puis également parce qu'on est relativement à distance des frontières, et en particulier de frontières de compétiteurs qui pourraient être agressifs. Et donc, on a une sorte de cocon de protection. En tout cas, on l'avait au moment de l'installation du centre spatial. Le point aussi central, c'est la question de ce que j'appellerai tout à l'heure la sauvegarde des biens et des personnes. C'est-à-dire que lorsqu'on tire une fusée ici, naturellement, elle va plutôt au-dessus de l'Atlantique, et donc là où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et puis on partait du principe que la Guyane en 1970-75 avait quand même à peu près 3 à 4 fois moins d'habitants qu'aujourd'hui. Donc Kourou n'était pas aussi dense. Et puis évidemment, il n'y avait pas de menace étatique importante en Amérique du Sud. Alors D'abord, pourquoi c'est la France qui s'occupe aujourd'hui de la protection d'un site qui est essentiellement européen ou international? Et ensuite, pourquoi ce sont les forces françaises? Alors, c'est la France parce que la France, avec plusieurs accords, je crois, depuis la formalisée en 2006, en 2008, en 2017, et la France a exprimé le fait que c'était elle qui assumait entièrement la protection du centre spatial guyanais. Alors, je vais le dire à travers les mots précis du décret 2017-1619 du 27 novembre 2017 qui trace la coopération entre le gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif au centre spatial guyanais et aux prestations associées. Alors, ce sera intéressant tout à l'heure peut-être de regarder en quoi finalement cet accord entre le gouvernement français et l'Agence spatiale européenne peut et sera très certainement étendu à des activités privées comme Maya Space. Je viens sur 2 annexes qui disent que le gouvernement français, dans le respect des lois et règlements internationaux et français, est chargé des mesures de sauvegarde et de sûreté du centre spatial. Ces mesures de sauvegarde sont destinées à assurer la protection des personnes et des biens et de l'environnement, bien sûr, contre tout dommage. L'Agence spatiale prend bien note que cette responsabilité est déléguée au CNES, conformément à l'article 5 suivant, et qui dit que le gouvernement français a la responsabilité directe de la protection externe. C'est un peu technique, mais il faut bien comprendre pourquoi ensuite on organise notre défense. Le gouvernement français a la responsabilité directe de la protection externe des terrains qui sont mis à disposition de l'agence par le CNES, ainsi que des installations et des moyens de l'ensemble de soutien au lancement du CNES, du CSG. Et ensuite, c'est l'État qui confie au préfet la responsabilité d'assurer la protection externe du site, ce qu'on appelle un plan de protection externe. Et là, on retrouve un petit peu une structure de poupée gigogne. Vous avez donc le CNES qui est responsable au sein du site d'assurer la sécurité, je dirais, industrielle de sites qui sont plutôt de nature Céveso. On voit bien la question de la dangerosité des biens et des personnes et des questions sur l'environnement. À travers cette sécurité du site, il y a évidemment la sécurité, le contrôle des gens qui y accèdent. Est-ce que les gens qui accèdent ont le bon badge, ont le droit d'y rentrer et n'apportent pas de matière dangereuse? Et à l'extérieur du site, le préfet agit sur 3 milieux qui sont le milieu terrestre, le milieu aérien et le milieu maritime. Sur le milieu terrestre, le préfet est souverain dans le sens où il ordonne à la gendarmerie et à la police de faire un certain nombre d'actions sur la partie terrestre, comme sur tout le territoire national. Et donc, c'est la gendarmerie qui est responsable d'assurer la sécurité sur les accès routiers, sur le contrôle des personnes qui s'approchent du centre spatial guyanais. Pour ce qui concerne la protection des espaces maritimes et aériens de la France, on revient sur une logique qui fait que cette protection, elle est assurée par les forces armées, que ce soit sur le territoire national ou que ce soit ici autour du centre spatial.
pour des raisons évidentes qui sont des raisons de maîtrise des milieux et de maîtrise des moyens associés. Et donc, la protection permanente des espaces maritimes, elle est confiée ici aux forces armées avec un lien direct auprès du Premier ministre, avec comme intermédiaire le préfet en tant que délégué du gouvernement. Et la protection des espaces aériens, elle est reliée aussi au Premier ministre, en particulier pour les décisions d'ouverture du feu, avec une autorité de défense aérienne qui est le commandant de la base aérienne ici, et qui travaille avec des moyens aussi qui me sont confiés, à la protection par rapport aux menaces aériennes. Donc on a, pour résumer, le CNES qui est responsable de ce qui se passe à l'intérieur du site en termes de maîtrise de ses activités. Il y a ensuite le préfet qui est responsable de la sécurité globale et de la sauvegarde des populations à l'extérieur du site. Et pour cela, il a plein pouvoir, on va dire, sur le dispositif terrestre sur lequel il demande un appui des armées. En l'occurrence, là, c'est le 3e REI et la base aérienne. Et ensuite, il me demande, sous forme de réquisition, un concours pour assurer la protection partie maritime et partie aérienne. Donc, c'est ce dispositif qui est mis en place depuis les premiers tirs d'Ariane et qu'il faut bien avoir en tête, c'est ce système de poupée russe et qui me permet, moi, d'assurer la protection qui m'est confiée parce que finalement, on a un principe qui fonctionne assez bien dans les armées, c'est un chef, une mission, des moyens. Et donc, moi, je suis le chef global du dispositif et j'assure la cohérence globale de l'ensemble des actions. Et lorsqu'il s'agit, par exemple, de pouvoir, parce qu'il y a un intrus qui se présente au moment du tir et qui essaie de passer la clôture, de pouvoir déplacer le GIGN en hélicoptère rapidement, eh bien, ce sont des hélicoptères Puma lourds qui sont à ma main, que je mets à disposition du commandant de gendarmerie pour pouvoir faire cette action-là. Lorsqu'il s'agit d'aller regarder ce qui se passe en mer pour sécuriser la zone, puisque le préfet fait un arrêté en cas de tir, eh bien, c'est également mes moyens maritimes et aériens qui me permettent d'aller lever le doute sur la présence d'un pêcheur surinamé ou brésilien échoué. Donc voilà pourquoi et comment on organise, nous les forces armées, la protection de ce site. En pratique, j'ai de l'ordre de 200 militaires du 3e REI, la plupart du temps, qui sont déployés sur le terrain, qui ont des matériels particuliers, en particulier des petits camions chenillés, qui permettent de se déplacer dans la mangrove. Et donc, vous avez des gendarmes qui assurent les accès routiers et mes militaires qui sont déployés dans la mangrove et dans la forêt pour s'assurer qu'il n'y a pas non plus d'action particulière qui viendrait perturber le tir par des gens qui seraient passés par-dessus la clôture. J'ai à peu près 150 personnels qui mettent en œuvre les moyens aériens et une centaine qui mettent en œuvre les bâtiments en mer. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que la façon dont la sécurité est faite autour du site, elle repose sur deux choses. D'abord, un dispositif permanent de surveillance, en dehors du fait qu'il y ait des tirs ou pas. Donc, il faut qu'on sache ce qui se passe, parce qu'il y a finalement, on a identifié sur le site, et ce sera la question peut-être qu'on posera aussi à Maya Space, nous avons identifié des points de vulnérabilité critiques. Si aujourd'hui, le site d'Ariane 6, on casse son socle en béton, on repart pour 50 travaux. Et donc, il faut absolument s'assurer qu'à certains moments, à certains endroits, les structures clés sont protégées. Donc, on n'assure pas ce dispositif de façon permanente, mais quand on sort, par exemple, des boosters, qu'on on les fait déplacer dans le site, quand on met la fusée de façon verticale, là, quand on la remplit de propergol, de carburant, on a des niveaux de sécurité supérieurs qui se mettent en place. Et donc, c'est comme cela que l'on fonctionne pour voir à quel moment on se met en capacité de pouvoir contrer une menace qui viendrait véritablement, c'est notre logique, perturber ou attaquer un point de vulnérabilité qui mettrait en danger la capacité du centre spatial à faire son travail pour plusieurs mois ou plusieurs années. C'est ça la logique qui est mise en place avec le préfet. Alors, la logique aussi pour les forces armées, c'est évidemment, on ne défend pas un site dos à la clôture. Quand je dis qu'on ne défend pas un site dos à la clôture, c'est que le principe des forces armées, et c'est aussi le principe des forces de sécurité intérieure, c'est il faut d'abord qu'on ait du renseignement de façon permanente. Comment on a ce renseignement de façon permanente? Eh bien, on travaille avec la DGSI, on travaille avec la direction du renseignement militaire, on travaille avec la direction de sécurité du territoire, et nous travaillons également avec la coopération diplomatique et militaire avec les pays autour, de façon à avoir une vue dans la profondeur de ce qui se passe à plusieurs centaines de kilomètres ou de nautiques de nos espaces. Avoir une vue aussi sur la qualité et la raison de personnes qui d'un coup voudraient faire du tourisme sur les terres guyanaises la veille d'un tir, ce qui arrive assez fréquemment.
et de quelle nationalité ils viennent, quel est leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait jusque-là. Et donc, en fonction de cela, on augmente notre protection et notre capacité à les empêcher de se rapprocher du site. Donc, surveillance dans la profondeur, surveillance permanente, cela avec la coopération internationale, qu'elle soit militaire ou de renseignement classique. Et également un effet dissuasif, c'est-à-dire qu'il faut faire savoir qu'on protège le site. Donc, suivant la sensibilité de certains lancements, c'était le cas pour Ariane 6, eh bien, on fait venir des moyens qui sont extrêmement visibles. On peut toujours s'interroger sur la pertinence peut-être d'avoir des Rafales qui se déplacent de métropole pour venir se mettre en place ici. La question qu'on doit se poser, c'est si on ne mettait pas de Rafale en place régulièrement pour des tirs les plus sensibles, est-ce que certains de nos compétiteurs n'auraient pas des idées pour venir finalement perturber nos tirs avec des drones ou des ULM ou différents avions ou différents moyens. Et c'est la même chose lorsqu'on déploie de façon très visible en mer ou sur terre nos moyens militaires. Donc on fait savoir, et je crois que ça c'est important, on fait savoir que le dispositif est en place, qu'il est étanche et qu'on le fait en profondeur et que venir s'attaquer au centre spatial guyanais, c'est une attaque d'un centre stratégique. Donc ça a son importance et cela doit dissuader les États, en tout cas pour la menace étatique, de le faire. Et on le fait de la même façon aussi pour différentes menaces qui peuvent être des menaces de groupes activistes ou autres, de façon à leur dire attention, chaque tentative d'accès au centre spatial sera rapidement détectée et vous encourez des peines lourdes et des sanctions extrêmement sévères. Quelles sont les évolutions que je vois à court terme? D'abord, la première, et sans doute avec Maya Space, mais déjà avec Ariane 6 et avec Vega, puisque je salue la réussite de ces 2 derniers tirs, c'est la régularité et l'augmentation de la fréquence des tirs. Augmentation de fréquence des tirs veut dire qu'on doit s'interroger, nous en tout cas avec le préfet, sur la façon dont on va garantir la sécurité des tirs. Aujourd'hui, on fait des dispositifs renforcés une fois tous les 6 mois. S'il faut le faire une fois toutes les semaines, il y a une difficulté aussi d'être capable de le faire avec les ressources dont on dispose aujourd'hui. Donc, il y a une question sur cette fréquence des tirs. Ça, c'est une évolution à court et moyen terme qui doit nous interroger. Ensuite, on doit se poser évidemment la question de quels sont les points de vulnérabilité que je dois protéger lorsque c'est Ariane 6, suivant le type de satellite qu'ils envoient également, lorsque c'est Vega, et demain, lorsque ce seront des mini-lanceurs. Face à ces évolutions de court et moyen terme, j'ai aussi des évolutions capacitaires qui sont intéressantes à avoir en tête. Nous sommes en train de renouveler les capacités de radar et donc de détection de la profondeur des radars aériens, de renouveler la flotte d'hélicoptères aussi pour remplacer nos vieux Puma qui ont plus de 50 ans par des Caracal. Et à terme, nous allons également renouveler la flotte Fennec qui sont responsables, ces petits hélicoptères, responsables d'assurer également la protection physique avec des tireurs embarqués en cas de menace de drones ou de mini-avions. Et puis, nous avons également toute une modernisation de la lutte anti-drone parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur les drones, on en aura peut-être tout à l'heure. Et enfin, modernisation des équipements de l'armée de terre de façon à pouvoir être de plus en plus efficace aussi dans le milieu naturel complexe de la mangrove et de la forêt pour pouvoir détecter et appréhender le plus vite possible. Dans un contexte international qui évolue aussi notablement, vous l'avez bien vu, on est sur aujourd'hui non pas guerre ou paix, ou guerre et paix, mais plutôt, oui, c'est plus guerre ou paix, c'est guerre et paix en même temps. On est dans le lieu de la compétition, de la contestation, de l'affrontement permanent, que ce soit dans le domaine des crises militaires internationales que l'on voit, mais aussi dans le domaine économique. Et M. Villa, vous l'avez très bien montré tout à l'heure. Et donc, il y a aussi cette question des enjeux économiques associés. On a des enjeux militaires, de sécurité, de souveraineté, des enjeux économiques, des enjeux culturels, je disais des enjeux de normes. Et donc, ce contexte international nous enjoint à être très, très vigilants sur ce bijou qui est le centre spatial. Une question, alors les nouveaux challenges, les menaces, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est évidemment les drones, et ce sont aussi des menaces dans d'autres champs, en particulier le champ cyber, qui doit tous aussi nous interroger, puisque là, la façon de s'en protéger doit faire l'objet de beaucoup de concertation, de coordination. À partir du moment où on met différents acteurs sur le centre et sur le centre spatial, il faut qu'on soit sûr que cette présence de différents acteurs n'induit pas aussi des vulnérabilités nouvelles en termes de maîtrise des réseaux et de maîtrise de la stabilité, je vais dire, de surveillance globale de l'ensemble. Et donc, il faut que là-dessus, on travaille évidemment de façon très étroite. Enfin, il y a une question qui se posera, puisque j'ai regardé ce que vous disiez sur cette idée, effectivement, de récupération du lanceur. Donc, vous savez qu'il y a la question de la sauvegarde des populations lorsque l'on tire une fusée. Cette sauvegarde, dès qu'on sort du CNES,
c'est dans les premières secondes, dans les premières centaines de mètres du vol de la fusée. Si cette fusée explose, que ce soit ses débris ou que ce soit les matières qu'elle contient, peuvent causer préjudice à la population dans les quelques dizaines de kilomètres autour du lieu d'explosion et donc autour du site. Surtout si la fusée ne suit pas sa trajectoire initialement prévue et qu'on est obligé de la faire exploser pour protéger les populations parce qu'elle est véritablement en train de dévier. Donc c'est ça la partie sauvegarde qui nous intéresse. Jusqu'à présent, notre façon de fonctionner était liée sur le fait que, bien, une fois que la fusée était partie, à un certain moment, on savait qu'elle n'allait pas revenir. Là, je vois que la question qui se pose aussi, c'est celle du retour de cette fusée. Et donc, il y aura une question à se poser aussi sur la sauvegarde vis-à-vis des populations, même si c'est un peu large en mer, enfin au large en mer, de la population, des pêcheurs, de tout ce qui peut se passer autour lorsque cette fusée revient, de façon à ce que cette fusée n'ait pas en fait une partie qui se bloque et qui fasse que finalement, parce qu'il y a un vérin qui s'est bloqué, elle se retrouve à menacer au retour la population. Et donc, il y aura peut-être à ce moment-là des dispositifs de protection qu'il faudra également mettre en œuvre pour s'assurer que, bah, je sais pas, on l'a fait exploser ou autre. En tout cas, il y aura besoin de coordination des activités aussi en mer, d'arrêtés préfectoraux si ça se trouve aussi, sur ces retours de fusées. Et si ces fusées et ces tirs ont lieu régulièrement, il y aura donc à bien penser un dispositif de sauvegarde des populations en lien avec les arrêtés préfectoraux. Voilà un petit peu ce que je voulais tracer sur à la fois le rôle des forces armées de façon permanente sur le centre spatial et les quelques réflexions que l'activité, finalement, et qui est une très très bonne nouvelle, l'activité économique sur les micro-lanceurs qui pourrait se faire à partir du centre spatial, ce que ça pourrait engendrer comme nouvelle réflexion sur la sécurité du site et sur les choses à mettre en place, à la fois avec le préfet et avec les forces armées. Je vous remercie. Merci, mon général, pour votre intervention. Nous allons maintenant passer aux questions. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Il y a deux questions qui ont été posées sur le chat. Donc, je vais commencer par celle-ci. Une pour chacun des conférenciers. Donc, la première pour Monsieur Villa. Y a-t-il un planning prévu pour le premier vol d'une fusée Maya Space? Alors oui, il y a bien un planning prévu. Le premier lancement Une seule gueule. est prévu en fin 2026 et ce sera un lancement, on est avec une version intermédiaire de nos moteurs, donc c'est un lancement qu'on appelle suborbital. Donc il ne va pas avoir l'énergie qui permet d'aller, dans l'espace au sens orbital du terme, mais c'est essentiellement un vol de démonstration qui nous permet de valider le fonctionnement des moteurs, les phases critiques du lancement, comme les séparations d'étages, et il y aura aussi une petite partie, d'expérimentation, sur, un début de phase de retour. On ne va pas récupérer, l'étage lors de ce lancement, ce serait trop compliqué. En revanche, on va explorer un petit peu l'aérodynamique des premières secondes après séparation, et tout ça nourrissant un peu le design qu'on va faire pour les tentatives de récupération qui interviendront plus tard dans la vie de la société Maya Space. Donc c'est fin 2026 pour le premier lancement de démonstration, et juste après, on entame des premiers lancements commerciaux, et j'en ai pas parlé lors de mon introduction. On a des perspectives commerciales qui sont plutôt encourageantes, mieux que ce à quoi j'aurais pu m'attendre au départ. Donc c'est plutôt réussi de ce point de vue-là. Si, une question sur, y a-t-il eu dans le passé certainement des agressions ou des menaces qui ont été déjouées? Est-ce que vous pouvez nous en Ah, dire un peu plus dans la mesure du possible et de la confidentialité? il a une grosse, il a une très très grosse. Bien, dans la mesure du possible de la confidentialité, je ne pourrais pas vous en dire grand-chose, très honnêtement. Il y a eu des choses qui sont passées, mais qui sont plutôt liées très honnêtement, à des mouvements sociaux. Il y a eu des grèves, par exemple. Il y a eu la volonté, parfois, euh, de couper l'électricité de façon massive au moment du tir. C'est arrivé il y a quelques dizaines d'années. Qu'a fait le CSG? Eh bien, il a travaillé de façon différente. Et aujourd'hui, quand le centre spatial guyanais se prépare à faire un tir, il se met en autarcie complète. Il a ses groupes de génération électrique. Il a l'ensemble de ses énergies qui sont à sa main. Et donc, il se coupe du réseau global. Donc, ça lui permet à la fois d'être en sécurité s'il y a une attaque sur le réseau, mais également, quelle que soit sa nature, que ce soit une attaque, on va dire,
volonté de malveillance criminelle, ou une période pendant laquelle il y aurait des mouvements sociaux qui voudraient appeler l'attention sur leurs revendications en bloquant un système comme le tir d'une fusée. Donc ça, c'est déjà arrivé. Il y a également eu la volonté parfois de bloquer des routes, d'empêcher certains accès. Donc là aussi, il y a des choses qui sont mises en place de façon à l'empêcher. Et puis ensuite, alors très honnêtement, je peux vous le dire, donc je ne mettrai pas de nom de pays derrière, nous avons quand même observé un certain nombre de visiteurs qui, très récemment encore, venaient s'inscrire pour avoir la joie et le plaisir de visiter le centre spatial. Je peux vous assurer que leur pédigré n'était pas en leur faveur. Et donc, eh bien, on les a détectés parce que souvent, d'abord, ils ont des faux passeports qu'ils font faire dans des pays autour et ils arrivent dans des conditions que l'on trace évidemment et on s'assure qu'ils ne vont pas nous nuire plus que cela. Et on fait savoir qu'on les a identifiés et détectés. Donc ça arrive assez fréquemment. C'est normal, hein, chacun, enfin, on sait que les gens sont intéressés, que ce soit d'abord d'ailleurs pour des questions on va dire, d'espionnage économique ou des questions d'intérêt de défense. Merci. Une question pour Monsieur Villa. Quel sera le coût du kilogramme en orbite comparé à ce que l'on entend pour SpaceX? Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et donc, je vais y aller, je vais pas être très long, hein, mais je vais y aller point par point. D'abord, on n'est pas dans la même gamme de performance, et donc Ils on ont sert vraiment été bien formés. on sert pas les mêmes satellites que SpaceX. Petite parenthèse, je demande à tout le monde de couper son micro. Les petites remarques sont assez désobligeantes. Veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. Excusez-moi de vous avoir coupé la parole. Non, non, pas de souci. Donc je disais, on n'est pas dans la même gamme de satellites que SpaceX, donc on n'a pas une comparaison un pour un, puisqu'on va pas s'adresser aux mêmes clients, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes attentes, et pas les mêmes non plus équations économiques. Et particulièrement les petits satellites, donc qui sont plutôt ceux qu'on vise pour MySpace, qui volent chez SpaceX, ils volent en vol groupé. Si vous voulez, c'est des formes, si je fais une analogie avec la vie courante, c'est des vols en autobus, hein, donc vous avez le plaisir de partager un véhicule avec d'autres participants, donc vous devez les attendre, hein. Vous n'êtes pas totalement libre de votre planning et les destinations ne sont pas forcément celles que vous visez. Donc c'est pareil pour des satellites, vous n'allez pas sur l'orbite exacte que vous visiez et vous n'avez pas une date de lancement qui est celle qui correspond parfaitement à votre projet. Donc ils ont comment dire, des handicaps quand ils volent avec SpaceX qui font qu'ils sont prêts à accepter des prix supérieurs que pour voler avec des fusées plutôt dans leur gamme et qui leur amènent un service qui est meilleur. Donc ça, c'est le premier élément, on n'est pas dans la même gamme. Ensuite, les prix de SpaceX, c'est assez compliqué à suivre parce que suivant que vous êtes un client privé, suivant que vous êtes un produit SpaceX comme Starlink, ou suivant que vous êtes l'agence spatiale européenne qui achète un lancement à SpaceX, il y a un peu un prix à la tête du client, hein. Moi, je me souviens d'un des premiers lancements qu'on a fait avec eux, qui était Jason 3, un beau satellite du CNES. Je ne sais plus pourquoi il a atterri chez SpaceX. C'est sans doute une histoire de coopération internationale. Par contre, je me souviens du prix, hein, c'était 95 millions de dollars pour un satellite qui faisait, je crois, 600 kilos. Donc, il aurait pu voler sur Vega pour 2 fois moins cher. Bon, voilà, le prix n'est pas forcément une équation rationnelle avec le coût. Et voilà. Donc, enfin, pour répondre un peu plus précisément quand même à la question, le prix au kilo qu'on vise en orbite basse, il se compare à Ariane 6. Et ça, il y a une vraie raison rationnelle derrière. On est affilié à Ariane Group. On peut avoir intérêt à faire des propositions combinées qui amènent une capacité de vol de groupe, de vol de masse un peu avec Ariane 6 et complémenté par des vols MySpace dans un petit segment. Et tout ça, ça marche si on est capable de tenir le même prix au kilo qu'Ariane 6. Donc c'est pas la comparaison avec SpaceX, je l'ai un peu éludée. Par contre, je peux me rattacher à la comparaison avec Ariane 6. Bien, bien. Une dernière question sur le chat et après on passera peut-être aux questions en salle. Comment s'articulent les actions des forces armées guyanaises en matière de protection du centre spatial guyanais et de l'opération PI, qui est de la lutte contre l'orpaillage illégal? Et alors, vous avez l'opération de protection du centre spatial guyanais. On lui a donné un nom, c'est Titan.
Titan étant, je crois, le coléoptère le plus gros du monde que l'on trouve en Guyane. L'opération de lutte contre l'orpaillage illégal s'appelle Harpie. Je crois qu'Harpie, c'est le plus grand rapace volant dans le monde et qui se trouve aussi en Guyane. Les deux ne sont pas en compétition. D'abord parce que nous avons plusieurs régiments. Nous avons 2 régiments en Guyane, donc le 9e régiment d'infanterie de marine et puis le 3e régiment étranger d'infanterie. Historiquement, ce 3e régiment étranger d'infanterie est attaché à la partie centre spatial, même si elle intervient sur la lutte contre l'orpaillage illégal essentiellement dans l'Est guyanais. Et le 9e RIMA est plutôt orienté sur l'ouest guyanais avec, aujourd'hui, j'ai près de, au total, 350 militaires de l'armée de terre qui sont en forêt nuit et jour. Pourquoi ça n'intervient pas aujourd'hui comme compétition? Parce que je coordonne tout cela. Donc, je suis capable de faire des moments d'effort en forêt quand je n'ai pas un tir qui va intervenir. Et je suis capable de faire revenir des gens de forêt quand j'ai Ariane 6 ou quand j'ai Vega pour assurer un dispositif complémentaire suffisamment démonstratif et dissuasif. Et ensuite, c'est la même chose pour les moyens aériens et les moyens maritimes. Aujourd'hui, nous avons une planification qui nous permet véritablement de passer de l'un à l'autre de façon assez flexible. J'ai tout dans mes mains. Donc, ce n'est pas opposé. Non seulement ce n'est pas opposé, mais le fait, avec la lutte contre le paillage illégal, de sécuriser finalement le crime organisé en Guyane, puisque c'est de cela qu'il s'agit, de diminuer le nombre de personnes qui viennent ici illégalement détruire leur environnement en mettant du mercure et en exploitant de l'or, et donc de réduire cette activité illicite, ça participe aussi à la sécurité globale de cette terre de Guyane, et je pense que c'est intéressant aussi dans le cadre de la protection du centre spatial. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Bonjour à tous, Théo Calibar, auditeur de la 232e session. Mon général, j'avais une question par rapport aux actions qui sont menées sur le territoire. De point de vue budgétaire pour l'année 2025, est-ce que vous êtes toujours de point de vue budgétaire sur la même constante ou en augmentation, en sachant qu'il y a la loi de programmation militaire 2025-2030, le budget qui n'est pas forcément encore voté, donc quelles sont les perspectives pour 2025 et pour les prochaines années? Est-il possible de reposer la question un peu plus fort, parce qu'on l'a tellement entendu ici? Venez peut-être vous approcher du micro, ici. Comme ça, si vous pouvez le faire en même temps. Voilà. Ici, oui, bonsoir à tous, ceux qui sont en visio. C'était Calibar, auditeur de la 232e session. Je posais la question générale. En général, c'était sur les moyens qui seront alloués pour l'exercice 2025 et aussi dans le cadre de la programmation militaire 2025-2030, les perspectives en termes d'investissement et de moyens alloués au centre, enfin, en Guyane pour notamment ces missions de protection et de sauvegarde sur le territoire. Merci. Alors, vous savez qu'il y a, je suis entouré de financiers, vous savez qu'il y a des dispositifs qui permettent quand même si le budget 2025 n'est pas encore voté, d'avoir une capacité à continuer notre activité avec des budgets qui sont préservés. Donc, c'est ce qui se passe et ce qui va se passer. Moi, aujourd'hui, en Guyane, la chance que j'ai, entre guillemets, c'est que je suis en opération. Je ne suis pas en entraînement et je ne suis pas non plus en train de développer les capacités pour 10 à 20 ans. Donc, je mets en jeu des activités qui répondent à une urgence opérationnelle, que ce soit la protection du centre spatial, la lutte contre le paillage illégal, ou la lutte contre la pêche illicite, ou la protection des populations en termes d'évacuation sanitaire, ou les ponts aériens que l'on a fait pour Maripasoula ou côté Camopi suite à la sécheresse. Ce sont des missions qui sont sur on va dire, sur l'eau de la pile en termes de priorité. Donc, par rapport à ces missions-là, je n'ai aucun doute sur le fait qu'elles continueront à être financées, puisque ce qui est financé dans ces activités-là, dans ces opérations, c'est essentiellement justement l'activité. Donc, c'est le fait d'avoir des gens sur le terrain. Et ça, ce n'est pas forcément ce qui aujourd'hui est le plus significatif dans les budgets qui sont consacrés aux différents ministères et à la chose militaire.
Autre question dans la salle? Une question sécuritaire. Alors, je me rapproche pour. Alors, une question sécuritaire en général. Dans le cas extrême où nous aurions une saturation des actions en mer et en forêt, en même temps qu'il y ait un tir, est-ce que vous avez les moyens humains pour faire face à une protection du territoire ou une protection en fait du tir? Et votre priorité, je pense, ça sera toujours, bien sûr, de protéger le lancement. Oui, alors, on est sur des cinématiques un peu différentes. D'abord, la protection du centre spatial, comme je disais tout à l'heure, elle est permanente. Et pour le dire, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, Maya Space, son activité, va s'inscrire dans un centre spatial guyanais qui est de toute façon avec un niveau de protection permanent. Ce niveau de protection, on lui met un clic supplémentaire quand il y a une activité qui met en jeu certains, comme je disais, certains éléments clés. Et là, on les protège encore plus. Mais tout le reste de l'année, on est protégé autour du centre spatial parce qu'effectivement, il est vital. Et tout le reste de l'année, également, je conduis un certain nombre d'actions en forêt et en mer pour limiter les activités illicites en forêt et en mer. Cette façon de travailler, c'est sur 365 jours pour la partie forêt et mer, sur des engagements de moyens où je fais des bascules d'efforts. Je fais des bascules d'efforts et ça me permet d'être efficace. Aujourd'hui, on a encore ramené un bateau de pêche illicite brésilien qu'on a détruit au port du Larivo. Celui-ci ne reviendra pas demain pour pêcher. Donc là, c'est acquis. Les matériels qu'on a détruits en forêt tout récemment également, ils ne vont pas pouvoir revenir tout de suite. Donc on a une certaine rémanence de nos actions en forêt et en mer qui nous permettent d'être plutôt assez sereins sur le fait qu'on n'aura pas tous les fronts en même temps qui nous satureront. On fera des priorités, mais on saura à la fin du lancement revenir encore plus fort en forêt ou en mer et avoir une action par rapport à des gens qui là sont physiquement présents. Et donc, on atteint directement leur capacité d'action quand on travaille avec les forces de sécurité intérieure vis-à-vis de ces personnes. Donc, pas inquiet là-dessus. Bonjour, Marcel David, donc auditeur de la 51e session Armement Économique Défense nationale. C'est une question pour MySpace. SpaceX a bénéficié d'un très très gros soutien du gouvernement américain. Est-ce que vous avez parlé de perspectives commerciales, mais est-ce que vous avez vous-même bénéficié d'un soutien important? Est-ce que vous avez des perspectives en la matière? Est-ce que les pouvoirs publics sont vraiment à vos côtés pour soutenir le New Space? Oui. Entendu. Alors, la réponse courte est oui, mais je vais développer un petit peu. Alors, moi, je suis un ancien salarié du CNES et j'étais en charge de la stratégie, donc j'ai un peu réfléchi à ça avant de se franchir le pas et de créer MySpace. L'action des pouvoirs publics, elle n'est pas comme sur Ariane, où vous avez une relation exclusive entre le CNES et Ariane Group, ou entre le CNES et avec Ariane Espace. Là, face à des sociétés privées dont les objectifs ne sont pas les objectifs premiers, en tout cas, ne sont pas des objectifs de souveraineté, il y a une graduation de l'action publique qui est proportionnée à l'intérêt stratégique qu'on voit derrière. Donc on va pas se mettre toutes les forces du CNES derrière une société. Alors quand bien même ce serait MySpace, c'est déjà toutes les sociétés à égalité de traitement. Et donc on est tous confrontés à des appels à projets ou à des appels à candidature que fait le CNES et qui l'arbitre suivant le code des marchés publics de façon à sélectionner les acteurs avec lesquels il va travailler. Donc il y a une égalité de traitement. Et puis c'est comment vous dire, MySpace pourrait s'écrouler, hein, je ne le souhaite pas évidemment. Ça ne nuirait pas à la stratégie de la France, comme si Ariane venait à s'arrêter pendant quelques années, comme ça a été le cas. Donc on a aussi le droit à l'erreur, si j'ose dire, et on ne sera pas sauvé par les pouvoirs publics comme ça a pu être le cas dans d'autres situations. Donc l'aide aussi est proportionnée dans cette profondeur-là. Ça ne peut pas être à n'importe quel prix. Et ensuite, la manière de faire, alors là, je vais reprendre l'exemple SpaceX parce que je pense que c'est une bonne leçon dans cette situation-là. C'est pas non plus d'aller préfinancer avec l'argent du contribuable des développements de technologies, des choses comme ça, comme on le fait pour des systèmes d'armes ou pour des lanceurs spatiaux stratégiques, Ariane et Vega.
Non, là, donc on a un contrat avec le CNES. C'est un contrat, d'achat de lancement, quand on sera capable de faire des lancements. Donc autant vous dire que si on n'arrive pas à ce stade-là, on n'aura rien touché et c'est bien normal. Donc il y a une différence, si vous voulez, d'abord, il y a une égalité de traitement entre tous les acteurs privés. Il y a une différence de profondeur, ça ne peut pas être à n'importe quel prix. Et ensuite, la troisième différence, c'est que la manière dont, le support public se manifeste, il tire vers l'avant. Voilà, le secteur public vient amorcer une activité commerciale en achetant des lancements, mais il faut que les lancements soient là, sinon il n'y aura pas d'argent et voilà, ce sera une aventure industrielle qui se sera arrêtée parce qu'elle n'avait pas atteint sa pleine maturité. Bonjour, je m'appelle Inès Mouton, je suis jeune intéressée par les sujets de défense. J'aurais une question pour Maya Space. Est-ce que vous travaillez en lien avec des astrophysiciens, pardon? Alors, pas vraiment, pour tout vous dire, parce que peut-être ça va me donner l'occasion de faire une petite digression sur les types de clients avec lesquels on discute. La plupart des missions de lancement auxquelles on prétend, ce sont des missions qui sont tournées vers la Terre. Donc voilà, vous voyez, j'ai déjà quitté l'astrophysique, si vous voulez. C'est moins vers les étoiles que tourné vers la Terre. On est centré sur l'espace pour les bénéfices sociétaux. Donc l'observation de la Terre, le climat, les ressources, la défense également. Donc ça me permet aussi de dire, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, qu'il y a plusieurs missions intéressant la défense qui sont réalisables par MySpace. Et donc voilà, on en discute et c'est important aussi. Donc on va être plutôt sur la banlieue proche de la Terre pour des missions qu'on cherche à lancer et plutôt pour des missions qui sont tournées vers la Terre. On va pas aller sur la Lune avec MySpace. Bon, la fusée ne le permet pas et puis c'est pas notre truc pour tout vous dire. Voilà, donc on est vraiment, c'est un marqueur un peu culturel dans la société. On a vraiment à cœur je ne dirais pas de sélectionner les missions qu'on va servir parce que forcément on cherche des clients, mais faire le maximum pour lancer des satellites dont on pense qu'ils ont une utilité directe pour la société. Alors l'astrophysique, alors j'ai eu le bonheur de préparer des missions comme alors James Webb, j'ai moins travaillé, mais Herschel et Planck ou Rosetta. Donc c'est des missions qui sont souvent très compliquées et qui réclament beaucoup d'énergie. Donc c'est plutôt réservé aux lanceurs lourds. Donc c'est plutôt des missions qui vont voler sur Ariane 6, ne serait-ce que pour des questions techniques. Après, c'est des missions fascinantes, hein, si vous voulez savoir. Il y a plein de problèmes techniques insoupçonnés qui peuvent se poser, comme l'arrivée de scarabées dans les bâtiments qu'on doit chasser parce qu'ils viennent gêner une optique, ce genre de choses. Une question à la salle. Bon, alors s'il n'y en a pas, moi je vais vous en poser une, Monsieur Villa. Tout d'abord, félicitations pour cette réalisation, parce que 250 personnes à gérer, ça veut dire que derrière, vous avez un véritable développement d'entreprise PME et avec un avenir qui semble radieux. Mais dans un contexte où l'intelligence économique et stratégique est partout et que la guerre économique, on l'a vu au travers de votre planche, c'est l'illustration avec les 4 pays européens qui finalement vont développer des sites de lancement différents et puis des lanceurs spécifiques. Dans cette confrontation, comment est-ce que Maya Space, sans rentrer dans les détails, mais protégez-vous physiquement vos sites? Je ne parle pas forcément du CSG, parce qu'on a compris, mais déjà, tous les travaux que vous avez menés jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que vous les avez préservés, protégés de la concurrence, de l'espionnage ou d'un rachat sur le volet financier d'un concurrent et qui potentiellement pourrait mettre une manne et puis racheter tout ce savoir-faire français? Comment est protégé le concept et MySpace, tant sur le volet physique que logique et économique? D'accord. Alors, si vous voulez bien, je vais quand même commencer par la Guyane, même si vous avez dit, je ne parle pas forcément de la Guyane. C'est pour saluer un peu ce que j'ai apprécié dans l'intervention aussi. Il y a des multiples atouts à la Guyane, dans l'absolu, et pour le spatial en particulier. Et quand on plonge sur le spatial, la capacité à assurer la sécurité et à finalement
nous permettre d'exercer une activité industrielle parce qu'il y a justement les forces armées qui viennent assurer que tout le reste est parfaitement maîtrisé, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous voulez, moi, j'ai travaillé aussi sur des expériences pour lancer depuis la Suède à Kiruna, bah, c'est pas pareil. Il faut aussi qu'on s'occupe bêtement du gardiennage et puis de plus que le gardiennage, parce que forcément, il y a des choses qui peuvent arriver. Donc, je vais commencer par ce premier site qui est le plus nouveau pour MySpace. La sécurité du centre spatial guyanais qui est assurée par couches successives, le CNES, les forces armées, etc., c'est fondamental et c'est une condition pour faire nos activités correctement. Maintenant, si je reviens sur la métropole, euh, euh, nous sommes une filiale d'Ariane Group. Donc, on bénéficie aussi du savoir, des pratiques et des réflexes que Ariane Group peut avoir pour sa propre activité. Et je suis donc voilà, c'est comment je vais essayer de parler en termes généraux pour pas vous dire de manière très précise, mais notre site industriel, c'est un site qui est encapsulé dans un site Ariane Group, donc qui bénéficie du périmètre sécuritaire et du screening des salariés. Des contrôles primaires, des choses à la FCI. Alors, il y a beaucoup de contrôles, hein, PPST, contrôle primaire, et puis des contrôles dont on ne parle pas aussi. Donc, tout ça, on le vit bien parce on s'inscrit dans le sillage de la famille Ariane et puis dans notre maison mère qui en a une pratique historique très longue et très sachante. Donc, je pense qu'on a des réflexes, euh, y compris pour travailler avec les organismes étatiques qui pratiquent, enfin, qui ont cette mission-là. Je suis obligé de vous dire que peut-être que mes petits camarades que j'ai cités, d'autres sociétés qui sont plus neuves dans le paysage, n'ont pas ces réflexes-là. Parfois simplement par ignorance, hein. C'est assez compliqué parfois de repérer toutes les obligations réglementaires auxquelles on doit se conformer, et toutes les possibilités aussi qu'on peut activer pour que les pouvoirs publics viennent vous aider dans ces situations-là, que ce soit pour les périmètres physiques ou le cyber. Donc j'ai l'impression qu'on est pas mal, et puis de toute façon, il y a notre maison mère qui nous contrôle à coup d'audit régulier. Il y en a eu un il n'y a pas longtemps, donc ça, quand c'est pas bon, on en entend parler. Et puis qu'on est très au courant des choses à respecter dans ce milieu-là. Je n'en dirai pas autant des autres sociétés qui arrivent dans le spatial et qui arrivent, elles sont portées par leur enthousiasme et par leurs objectifs économiques, et parfois elles zappent un peu cette étape-là. Nous n'avons plus de questions dans la salle. Merci, Monsieur Mille. Ne t'entendons pas quand il faut écouter. Jean-Claude. Le micro est coupé. Oui, on ne vous entend pas. Ah, moi, je vous entends. Jean-Claude. Mon micro est coupé. Là, c'est mieux. Donc, je vais donc passer la parole à Jean Amiot, le président de l'Association d'armement terrestre, qui traditionnellement prononce le mot de clôture des rendez-vous Athéna. Messieurs, merci beaucoup pour cette conférence que vous nous avez présentée sur le thème global de l'espace et de la sécurité en Guyane. Je voudrais déjà remercier Monsieur Villa et je pense que tout l'auditoire pourra témoigner du courage qu'il a eu de se lancer dans la création d'une société de micro-lanceurs avec des lancements de satellites, alors que au même moment, les États-Unis ont déclaré une priorité stratégique de plus haut niveau pour les lancements. Et donc, face, certes, la France a des concurrents à l'Est, mais le concurrent majeur
restent quand même les États-Unis. Et véritablement, il fallait être courageux et il faut être courageux. Et il faut véritablement que la France, si ce n'est l'Europe, puisse aider Maya pour véritablement déboucher sur un nombre de lancements suffisant pour assurer la pérennité de cette entreprise qui, je pense, nous est nécessaire et qui a un niveau technologique remarquable. Mon général, je voulais vous remercier aussi pour avoir présenté les forces armées en Guyane et je pense que peu de personnes, même au ministère, même ayant vécu au ministère, ayant travaillé au ministère, n'ont une idée du travail, de l'ensemble du travail qui est réalisé par les forces armées en Guyane. J'ai eu l'occasion d'emmener une session du CHEAR en Guyane pour bien entendu voir les forces armées, voir le site de lancement de Kourou. Et à cette occasion, j'ai pu passer quelques jours au centre de formation de l'école le centre d'études de la forêt équatoriale. Oui, le centre d'entraînement Le centre à la forêt d'entraînement, pas équatoriale. d'études. Vous avez raison de me reprendre là parce que. Et je comparais, j'ai pu comparer les quelques jours que j'ai passés aux quelques jours que j'avais passés quelques années auparavant, lorsque j'étais auditeur à l'école de guerre et où j'avais fait une semaine, de l'ordre d'une semaine, à l'école de jungle à Manaus. Et j'ai pu constater que ce qui était fait en France, en Guyane, hein, était véritablement du même niveau et nous n'avions pas à nous considérer comme inférieurs au niveau de la défense d'une forêt équatoriale. Donc, je voulais témoigner et je voulais vous remercier pour la conférence que vous nous avez donnée, l'explication que nous avons pu avoir. Je voulais terminer pour vous indiquer que la prochaine conférence aura lieu le 21 janvier. Nous ne serons pas, je dirais, sur l'espace civil, nous serons cette fois-ci sur l'espace militaire, puisque sera traité le thème de l'évolution de la bataille balistique. À tous les auditeurs présents, je voudrais leur souhaiter une excellente année, une excellente nouvelle année,